Mon Dieu, regardez cet incendie, et cela en un jour si important pour la Russie. Plus d'informations dans le reportage. 3 juin 2026, nous sommes dans la 5e année, et c'est le 101e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil au Forum économique du côté russe, qui vient de recevoir un impressionnant feu d'artifice de bienvenue grâce aux drones ukrainiens. Nous analyserons aussi la réaction ou la colère des blogueurs russes. Nous examinerons aussi d'autres attaques contre des navires, les attaques russes sur des villes ukrainiennes et bien plus encore. Il y a des déplacements de la ligne de front, comme toujours, ou plutôt, comme ces dernières semaines, pratiquement aucun. Sur le front, presque tout est à l'arrêt. La plupart des événements, souvent des attaques de drones, se produisent loin de la ligne de front. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, et où cela se trouve-t-il exactement ? Voyons voir. Sur la carte de situation, c'est tout en haut, donc pratiquement au nord de l'Ukraine, à travers toute la partie ouest de la Russie, en passant par la Biélorussie, puis ici, à côté des pays baltes. Et c'est là-haut. Voilà, nous y sommes déjà, Saint-Pétersbourg, car c'est ici que se tient le forum économique. Plus précisément, c'est à peu près dans cette zone, là où se trouve le forum. Là-haut, il y a un port intéressant dont il sera question aujourd'hui. Alors qu'à Saint-Pétersbourg, des Allemands, Centra-Américains, entrepreneurs et politiciens de l'AfD participent pour la première fois depuis des années à un forum économique officiel en Russie pour discuter de l'après-cessez-le-feu, le terminal pétrolier de la ville a été attaqué. Les images montrent un impact sur une des principales installations énergétiques de la ville. Le terminal joue un rôle central dans la manutention du pétrole et des produits pétroliers, et fait donc partie de ces infrastructures qui sont d'une grande importance pour l'exportation d'énergie russe. Le moment, il ne pouvait guère être plus intéressant, car pendant que des représentants d'entreprises et des hommes politiques discutaient du maintien des liens économiques avec la Russie et de leur renforcement à long terme, des drones ukrainiens FP-FP1 volaient en même temps. Des attaques de drones plus importantes contre ces infrastructures sur lesquelles repose une part considérable de l'économie d'exportation russe. L'Ukraine montre donc à tous ceux qui se tiennent du côté de la Russie quelles capacités militaires elle possède. Et c'est très important. Il est remarquable que ces attaques ne se produisent plus uniquement dans les régions frontalières ou sur le front. Saint-Pétersbourg, situé à des centaines de kilomètres de l'Ukraine, était autrefois jugé sûr. Désormais, les drones ukrainiens touchent même les centres économiques russes. Cela montre une fois de plus que l'Ukraine concentre de plus en plus sa stratégie sur les infrastructures critiques, les installations énergétiques et la logistique. Surtout, cela montre que les Russes ne sont pas capables d'arrêter les drones sur une aussi longue distance, et cela sous les yeux des visiteurs du Forum économique. Le spectacle reste, comme toujours, magnifique. Les unités russes de défense anti-drone impressionnent aussi, continuant d'essayer de repousser l'attaque après la première vague. C'est ce que la Russie a à offrir ici en matière de défense aérienne. Il ne faut donc pas s'étonner que ce port ait été touché. Et il faut vraiment s'imaginer cela. C'est une attaque alors que des invités internationaux sont attendus. La Russie n'a ici que quelques soldats armés de fuseaux d'assaut comme unique défense contre les menaces aériennes. Le reste se trouve à la villa de Poutine. On voit cela aussi bien dans l'anneau de défense de Moscou que ponctuellement sur le front. D'ailleurs, ceux qui essaient aussi de repousser quelque chose, c'est le Kremlin. Il joue la carte du bourreau qui se fait passer pour la victime, se pensant désormais justifié de poursuivre la guerre, comme s'il l'avait toujours fait en croyant avoir raison. En effet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'une conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé ce que la Russie comptait faire contre les attaques de drones ici à Saint-Pétersbourg, que l'opération spéciale se poursuivrait justement pour mettre fin à de telles frappes. C'est évidemment une bonne blague pour le déjeuner, car s'il n'avait jamais attaqué l'Ukraine, il n'aurait là pas à voir aujourd'hui des terminaux pétroliers en feu. Il pourrait aussi simplement mettre fin à la guerre, alors les frappes cesseraient également. Mais ce qui entraînera d'autres frappes, c'est une guerre qui continue. Le Forum économique de Saint-Pétersbourg devait montrer que la Russie reste un pôle économique attractif malgré la guerre et les sanctions. L'événement a débuté par un incendie et un terminal pétrolier en flammes. En plus des attaques, il y a également eu des restrictions à l'aéroport Pulkovo. Des dizaines d'avions ont été retardés ou annulés. Ironiquement, alors que la Russie voulait présenter la stabilité mondiale au monde, il est devenu évident que celle-ci n'était qu'un concept abstrait.
Le véritable objectif du forum n'est plus d'attirer des investisseurs, il s'agit de mettre en scène une certaine normalité. La Russie attaque l'Ukraine, subit des sanctions et cible toujours les infrastructures et les villes ukrainiennes. En même temps, les participants discutent d'un avenir stable, d'un dialogue pragmatique et d'une nouvelle architecture mondiale. Intéressant. En fait, tout cela est à nouveau assez étrange, car cela montre non seulement que l'Ukraine est capable d'atteindre ses objectifs, non, cela montre aussi que les drones ont pu traverser l'espace aérien russe pendant environ 6 heures sans problème, sans être interceptés. À mon avis, cela en dit plus que la frappe elle-même. Comment les blogueurs russes évaluent-ils la situation ? Jusqu'à présent, c'était surtout mon point de vue. Regardons un peu l'autre côté. Alors que dans les halls du Forum économique de Saint-Pétersbourg, on discute de croissance, d'investissement et de l'avenir de l'économie russe, même les blogueurs Z russes perdent de plus en plus patience. Le blogueur militaire Tiet Goldman, connu pour ses accès de colère, a commenté le forum avec une franchise remarquable. Je cite « De quelle économie voulez-vous donc parler ? Nous avons besoin de réformes. Nous ne vendons que du pétrole, du gaz et du bois. C'est tout. » Sa critique de la dépendance croissante envers la Chine est intéressante. Même pour les câbles à fibre optique, la Russie dépend désormais des livraisons chinoises et même celles-ci, selon Goldman, sont de mauvaise qualité. Ensuite, il en a rajouté une couche et a affirmé que les Chinois avaient déjà tout pris en main en Sibérie de toute façon. Pendant longtemps, le rapprochement avec la Chine était considéré comme une grande alternative à l'Europe et à l'Occident. On entend de plus en plus, chez les patriotes et journalistes, des plaintes disant que la Russie est poussée à jouer un rôle de marionnette économique. Cela correspond également à un problème qui n'a pas été abordé lors du Forum économique lui-même. La Russie continue d'exporter principalement des matières premières. Cependant, c'est plus difficile pour les technologies protémodernes, les investissements et surtout le développement industriel. Et c'est précisément pour cette raison que de nombreux débats ne portent plus tant sur la croissance, mais plutôt sur la question de savoir à quel point la Russie est réellement devenue dépendante de la Chine. Si même les blogueurs de guerre russes, pendant le forum économique le plus important du pays, se demandent de quelle économie on veut vraiment parler, cela en dit probablement plus sur l'ambiance que ce que rapportent de nombreux médias officiels. Selon les informations disponibles, l'attaque ukrainienne contre Saint-Pétersbourg a touché plus que l'infrastructure portuaire. Ainsi, la corvette Boïki de la classe Strela Steregushchi a également été touchée dans une cale sèche et gravement endommagée, elle est en train de brûler. Ce serait une perte majeure pour la flotte russe de la Baltique, ce navire étant l'un des bâtiments de combat de surface les plus modernes, conçus pour la défense anti-aérienne, la lutte anti-sous-marine et les opérations contre des cibles maritimes et terrestres. Il est remarquable de noter le lieu de l'attaque, cette cale sèche étant le cœur de la présence navale russe près de Saint-Pétersbourg, à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a peu, une attaque de drone contre un navire de guerre ici était presque inimaginable. Mais combiné aux frappes sur le terminal pétrolier, cela donne une image bien plus large. L'Ukraine n'a pas simplement attaqué une cible quelconque à Saint-Pétersbourg, mais a également visé des installations navales. Actuellement, le navire est en feu, mais nous devrions déterminer quels sont exactement les dégâts subis par le navire. Nous aurions alors un autre indice que même les bases navales russes importantes ne sont plus hors de portée des drones ukrainiens. Et de telles attaques peuvent également causer d'énormes dégâts. Jusqu'à présent, nous ne voyons qu'un nuage de fumée après l'impact, rien de plus. Des soldats russes ont de nouveau utilisé des munitions au phosphore près de Konstantinivka. Les images montrent des projectiles incendiaires qui tombent en pluie, se dispersent largement et déclenchent de nombreux incendies. Ces armes servent souvent à déloger les défenseurs de positions fortifiées, bâtiments ou zones boisées. Contrairement aux ogives classiques, l'effet principal ici réside dans les incendies, les brûlures, les intoxications et l'impact psychologique sur les soldats concernés. L'utilisation du lance-flammes reste importante pour Konstantinivka dans les plans d'attaque russes. Depuis des mois, les forces russes cherchent à mettre sous pression les lignes de défense ukrainiennes autour de la ville ou à gagner du terrain dans la ville même. Malgré de lourdes pertes et des attaques continues, la percée décisive n'a pas encore été réalisée. Ce que nous voyons ici, ce sont surtout de nombreux combats de rues et de maisons qui ont lieu pratiquement partout dans la ville, sans qu'on puisse tracer une ligne de front claire. En effet, presque chaque quartier est disputé à la fois par les Ukrainiens et par les Russes. Plus les combats urbains et les positions fortifiées sont difficiles à franchir, plus les assaillants utilisent des armes incendiaires, bombes lourdes ou bombardements massifs. Les images de Konstantinivka illustrent encore la violence des combats dans les dernières grandes zones de défense ukrainienne du Donbass.
La Russie a de nouveau attaqué Dnipro avec des missiles balistiques, touchant des entrepôts d'une chaîne de supermarchés. Selon les informations actuelles, au moins 6 personnes ont été blessées. Les images montrent une fois de plus un schéma bien connu. Au lieu de viser des objectifs militaires, l'attaque a touché des infrastructures civiles utilisées par la population et pour l'approvisionnement. Des entrepôts et zones logistiques distribuant chaque jour des marchandises et aliments ont été endommagés. Dnipro a déjà subi plusieurs attaques russes récemment, ce qui est particulièrement amer. Il y a peu de temps, des entrepôts d'organisations humanitaires, plus précisément des entreprises logistiques de l'ONU et des installations d'approvisionnement, y ont été touchés. Bien que Moscou évoque souvent des attaques sur des cibles militaires, les images de Dnipro montrent encore des bâtiments civils détruits, des entrepôts en feu et des civils blessés. Pour les personnes sur place, cela ne fait finalement que peu de différence, quelle que soit la justification publiée par la suite. Ce sont des installations essentielles à l'approvisionnement quotidien de la population qui ont été touchées. Enfin, à Tula, une explosion s'est produite dans une usine d'armement. Des chaînes locales rapportent un incendie sur le site du fabricant d'armes et de munitions A+A. Voici un autre exemple de la manière dont les attaques ukrainiennes visent de plus en plus directement l'industrie de l'armement russe. Auparavant, les infrastructures civiles, dépôts de carburant, raffineries et aérodromes étaient en visée, mais désormais les sites de production d'armes, de munitions et d'équipements militaires sont de plus en plus ciblés. Enfin, ce que nous avons à peine vu ces dernières semaines, ce sont des rapports du côté russe. Le problème, et j'ai aussi été interpellé à ce sujet dans les commentaires, je lis toujours les commentaires, c'est que certains ont dit que c'est devenu un peu unilatéral. C'est vrai aussi, oui bien sûr, c'est effectivement devenu très unilatéral ces dernières semaines surtout, mais du côté russe, il y a à peine des annonces de succès qui valent vraiment la peine d'être rapportées. Je veux dire, si les Russes y gagnent du terrain à un moment donné, s'ils accomplissent quelque chose de plus important, s'ils inventent une innovation sur le champ de bataille ou quelque chose comme ça, comme à l'époque par exemple les chars tortues ou les drones à fibre optique, et ainsi de suite. Alors j'en parle toujours, oui bien sûr, ce ne serait vraiment pas un problème. J'obtiens aussi ce genre d'informations très rapidement. Récemment, la situation s'est calmée. Sur le front, la progression est quasi nulle, tant pour les Russes que les Ukrainiens, sans réel gain de terrain. C'est un peu gênant. Le rapport de situation qui à l'origine se concentrait en fait sur le front, mais ce qu'on ne voit pas non plus en ce moment, ce sont justement des évolutions au sein de l'armée russe. Il s'agit la plupart du temps uniquement de développements négatifs, qui sont alors considérés comme un rapport de situation pro-ukrainien, ce qui est d'ailleurs vrai dans une certaine mesure. Cela signifie que lorsque des soldats russes se tabassent de nouveau entre eux parce que l'un d'eux voulait déserter ou pendent encore leurs camarades à des arbres. Alors c'est certes une information que j'ai reçue du camp pro-russe, car là-bas on considère cela comme une mise en garde contre les imitateurs, mais dans le contexte d'une vidéo, cela est à nouveau perçu comme pro-ukrainien et donc plus unilatéral. J'ai toujours tenté de rester équilibré. Mais qu'y a-t-il actuellement de vraiment remarquable à rapporter du côté russe qui mérite d'être mentionné ? Mais au final, c'est bien sûr encore une fois positif pour le côté ukrainien. Et sur ce, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et Algekrous. Un remerciement particulier encore au lieutenant-colonel Reineke, Zila, Dietrich, Freddy et Mayerhofer. N'hésitez pas à laisser un abonnement, un like ou un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.